One of the key tenets to masculinity is controlling our emotions, and men that can't control their emotions are women. Well, yeah. Whenever you feel happy, you feel happy. Whenever you feel sad, you feel sad. And you're just being pulled apart. You're not stoic because you can experience emotions or you can be emotional. To be emotional is not manly. Le stoïcisme serait la meilleure philosophie à adopter pour être un bonhomme, un mec solide. La figure ultra virile du giga Chad qu'on voit absolument partout maintenant est stoïque. C'est un être raisonné qui se laisse pas envahir par ses émotions. À l'inverse, un homme qui écouterait ses émotions, quelqu'un d'émotionnel, on aurait du mal à le qualifier comme étant viril. Et pourtant, avec cette mentalité-là, on passe à côté d'un autre modèle de virilité qui pleure, qui boude, qui rage, qui se laisse complètement dominer par ses émotions et qui n'agit jamais de manière raisonnable. Un personnage qui ferait remettre en question l'importance du contrôle des émotions dans la virilité. Achille s'arrêta sur le bord le plus haut du fossé. Il n'avait pas d'arme sur lui, mais il brillait comme une flamme, comme un nuage d'or. Il regarda la bataille, puis lança un cri puissant, comme une sonnerie de trompette. Les Troyens en furent pétrifiés. Les chevaux aux belles crinières se cabrèrent, car ils sentaient l'odeur de la mort. Quelques années en arrière, je tombe sur des vidéos sur le stoïcisme, je plonge complètement dedans, je regarde plein, j'essaie de comprendre, je lis les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, la base du petit dev perso boy quoi. Et ça me parle tout de suite, je vois à travers l'application du stoïcisme un moyen d'améliorer ma vie, d'être plus sage, plus responsable, plus résilient et de quand même être plus heureux face aux choses qui m'arrivent dans la vie. C'est la découverte de tout un tas de principes qui allaient à contre-courant de mon environnement à l'époque, qui étaient constitués majoritairement de personnes qui se plaignaient au quotidien. Les émotions ne résolvent pas le problème. La théorie, elle est facile à comprendre, mais le mettre en pratique, ça demande beaucoup d'efforts. Pour arriver à ce stade-là, il faut le mériter. Ça se gagne au prix d'être un homme fort, qui se laisse pas dominer par ses émotions. Et j'en étais loin de ça, moi. À la base, rejeter la faute sur les autres et se plaindre quand quelque chose de négatif arrive, c'était la norme pour moi, parce que c'est ce qui se faisait dans mon environnement. Il n'y avait pas de stoïque autour de moi. Mais j'étais vraiment motivé à changer. Je voyais dans le stoïcisme la meilleure façon de vivre sa vie, la façon la plus sage. Cet été, j'ai fait tomber mon iPhone dans les toilettes et mon téléphone était complètement mort. Même si c'est un objet qui coûte cher, le fait de m'énerver sur le coup ou d'être dégoûté, d'être triste, ça allait pas m'aider à remonter dans le temps et à éviter ce qui vient de se passer. Donc la seule chose possible et rationnelle à ce moment-là, c'était d'accepter et de passer vite à autre chose. En gros, le stoïcisme, c'est une philosophie de gros Tchad et en plus pour moi à l'époque, c'était la meilleure façon de vivre sa vie avec de la sagesse, en paix et surtout sans trop de douleur. Mais arrive un moment où dans ma quête de vérité, je vais aller un peu voir ailleurs ce qui se passe. Je mets de côté le stoïcisme, surtout un principe en particulier, le contrôle des émotions. Bien qu'on m'avait appris depuis petit et plus tard avec le stoïcisme que le contrôle des émotions, c'est ce qui fait l'homme avec un petit H, le vrai mec. Men that can't control their emotions are women. Well, yeah. Un jour, j'écoute mon petit livre audio, en travaillant, tac tac, et en écoutant l'Iliade pour la 50e fois, il y a un truc qui fait tilt dans ma tête. Avec Achille, un des héros de la guerre de Troie, je redécouvre un autre modèle de virilité aux antipodes du stoïcien. Et il y a deux passages notamment qui montrent que le stoïcisme, c'est clairement pas son truc à Achille. La première, c'est au tout début de l'histoire, quand Agamemnon, donc le chef des Grecs, récupère une femme d'Achille qui est en fait une de ses récompenses de guerre, il la récupère pour l'humilier, et ça le met tellement en rage qu'il décide de plus combattre. Il arrête de combattre, limite, en fait... il boude, quitte à laisser tous ses autres alliés mourir et perdre la guerre. Lui, il s'en fout de l'intérêt du groupe. Sa colère, elle aveugle tellement que la seule chose qu'il veut, c'est la vengeance. Et donc, plutôt qu'aider son camp à gagner la guerre, à rentrer chez eux pour voir leurs femmes et leurs enfants, lui, il va même jusqu'à demander aux dieux d'aider leur adversaire, juste pour que son chef Agamemnon regrette l'offense qu'il lui a faite. Et c'est marrant parce que dans le manuel d'Épictète, il y a un passage qui colle parfaitement à la situation. Ne dis jamais sur quoi que ce soit « j'ai perdu cela, mais je l'ai rendu ». On t'a pris ta terre, voilà encore une restitution que tu as faite. Mais celui qui me l'a prise est un méchant. Que t'importe par les mains de qui celui qui te l'a donnée a voulu te la retirer, pendant qu'il te la laisse, usant comme d'une chose qui ne t'appartient point. Si dans cette phrase, on remplace le mot terre par briséis, donc la femme, la récompense qu'Achille a eue et que Agamemnon a récupérée, c'est une phrase qui aurait pu être de bons conseils pour Achille. Ou alors Sénèque qui dit « Le sage laisse passer toutes les injures sans vengeance et se défend uniquement par l'impassible sérénité de son âme. » Et la deuxième situation, c'est quand Achille apprend la mort de Patrocle. D'abord, faut comprendre que chez les stoïciens, la mort fait partie des choses qui doivent arriver dans l'univers et il faut l'accepter. Mais Achille, lui, il se laisse complètement submerger par ses émotions au point de
plus être raisonnable du tout, encore une fois. Et il en oublie même sa première envie de vengeance envers Agamemnon. C'est-à-dire que lui, il voulait plus combattre juste pour qu'il perde. Et finalement, il retourne au combat. Achille, fils du valeureux Pélée, il est arrivé une chose qui n'aurait jamais dû arriver, et c'est à moi de t'en apporter la nouvelle. Patrocle est mort, et les Achéens sont en train de combattre autour de son corps nu, car Hector lui a pris ses armes. Un noir nuage de douleur aussitôt enveloppa le héros. Il se laissa tomber, par terre, et de ses deux mains, se mit à prendre de la poussière et la verser sur sa tête et sur son beau visage. Hors des tentes se précipitèrent les esclaves de guerre, et autour de lui elles se mirent à crier de douleur, se frappant la poitrine et tombant à genoux. Achille sanglotait. Je me penchai sur lui et pris ses mains dans les miennes, car je ne voulais pas qu'il se tue avec ces mains-là et une lame affilée. Il poussa un cri terrible et se mit à invoquer sa mère. « Mère, je t'avais demandé la douleur des Achéens pour leur faire payer l'offense qu'ils m'avaient faite, mais comment puis-je être heureux à présent ? À présent que j'ai perdu pour toujours celui que j'honorais plus que tous mes autres compagnons et que j'aimais comme moi-même. Il est mort loin de sa patrie et je n'étais pas avec lui pour le défendre. J'étais assis dans ma tente, tu comprends ? Assis près de mon navire comme un fardeau inutile pour la terre, pendant qu'il mourait et que tant d'autres mouraient sous les coups d'Hector, j'étais ici, moi qui suis de tous les Achéens, le plus grand dans la bataille. Que disparaisse à jamais la colère du cœur des hommes, puisqu'elle est capable de rendre fous même les plus sages, en se glissant dans leur âme avec la douceur du miel pour monter ensuite comme une fumée dans leur esprit. Je dois réussir à oublier ma rancœur. Je dois partir d'ici pour aller chercher l'homme qui a tué mon compagnon bien-aimé. Ensuite, je mourrai moi aussi, je le sais, mère. Mais je veux d'abord briser avec ma lance la vie de cet homme et semer autour de moi tant de morts que les femmes de Troie regretteront le temps où cette guerre se faisait sans moi. Il hurlait ces choses en pleurant, mais restait là, étendu dans la poussière. Un stoïcien accepte ses émotions, bien sûr, mais il va jamais se laisser envahir comme le fait Achille. Et tant mieux, l'histoire d'Achille est belle et elle me fait vibrer moi parce qu'elle dégouline d'émotions dans tous les sens. On évoque ses pensées suicidaires, sa tristesse, sa colère, ses pleurs, sa rage. Il fait aucun effort pour les maîtriser. Et il y a une autre chose que je trouve magnifique, moi, et qui est pour le coup absolument pas stoïcien, c'est qu'il a la prétention de penser que ses actes peuvent changer les choses. Mais Patrocle est déjà mort, c'est fini, ça changera rien d'aller décapiter des Troyens à tour de bras. Et pourtant il y va quand même. La dichotomie du contrôle, il en a rien à faire Achille. C'est complètement irrationnel, mais qu'est-ce que c'est beau. Parce que si Achille était stoïque dans l'Iliade, moi j'aurais pas lu le livre, c'est ennuyant à mourir, il y aurait même pas eu d'histoire en fait. Imaginez Antilochos qui vient annoncer la mort de Patrocle à Achille. Patrocle est mort. Je suis triste, oui, mais c'est le cycle naturel de la vie, je dois l'accepter ainsi. Cette histoire de l'Iliade, comme plein d'autres, me pousse à croire que la beauté du monde est dans l'explosion des émotions, dans l'irraisonnable et l'incapacité à accepter le monde tel qu'il est. Elle est là la vraie beauté de la vie, celui qui pense pouvoir changer les choses. Ça remet en question ce que je pensais au départ, le stoïcisme n'est plus pour moi la philosophie sans défaut, et Achille est la preuve que le contrôle des émotions n'est pas une caractéristique sine qua non de la virilité. On pourrait imaginer une hiérarchie des caractéristiques viriles, avec la force et le courage en premier, mais pas le contrôle des émotions du coup. Mais ce comportement-là serait peut-être uniquement viable dans les histoires, les films et les contes de fées. Préférer l'explosion des émotions plutôt que la retenue, c'est bien si on voit pas sa vie à la première personne. C'est bien si on prend tellement de recul dans sa vie qu'on se croit dans un film. Et ça ferait un beau film, avec beaucoup de drama et de rebondissements. Moi, c'est ça qui m'a séduit, parce que c'est comme ça que je vois ma vie, comme un film. Une histoire que je suis en train d'écrire et que vous êtes en train de regarder. Et j'aime à penser de cette manière parce que pour moi, une vie épanouie et pleine de sens, elle suit la trame narrative d'une histoire de fiction. Il y a un début, des épreuves qui provoquent une évolution, puis une fin heureuse. La trame amène forcément le héros à la rencontre d'éléments qui le font tomber au plus bas. Il doit expérimenter la souffrance et la joie, le doute et l'extrême confiance qui peut changer le monde, pour ensuite se rendre compte qu'il a tort, ou peut-être raison. Le stoïcisme ne crée pas de belles histoires, mais il reste quand même bien plus pratique et adapté au quotidien d'un humain normal, c'est-à-dire pas un personnage de fiction. Finalement, c'est la bonne philosophie de vie à adopter pour pas trop souffrir et pas être impacté par le malheur que tu rencontres. L'histoire et le comportement d'Achille ont du style, mais c'est clairement pas fait pour un lambda qui veut juste vivre tranquille.
Il y a quand même eu un déclic récent qui m'a remis sur le chemin du stoïcisme et du contrôle. C'était pendant le voyage en Italie avec arancino, quand on a traversé tout le pays pour trouver la meilleure recette d'arancini du monde. On va dormir. On est à côté d'une station là. Station essence. Bon là, il n'y a pas de risque de sanglier ou de loup qui veulent nous fumer, mais peut-être la police. Dans les moments comme ça où t'es mis en difficulté physique et mentale et que t'es 24/24 avec les mêmes personnes pendant une longue période, pour que la mission se passe bien et que le groupe dure, tu dois être en bataille constante avec tes défauts. C'est vraiment ce que je ressentais tous les jours, surtout contre les défauts que t'as enfouis depuis des années, tu croyais que tu t'en étais débarrassé, mais à ce moment-là, ils font leur retour en puissance. Et il faut résister, il faut se maîtriser pour pas les laisser paraître. Parce que si tu contrôles pas tes émotions, ça peut détruire le groupe et faire échouer la mission. C'était un bon rappel de l'importance du stoïcisme dans la vie quotidienne. Et surtout dans la société. Pour le coup, il n'y a pas de débat, le stoïcisme est vraiment important. La morale à ça, Paolo, c'est qu'il n'y a pas de façon parfaite de vivre sa vie. On n'est pas obligé à choisir soit un courant philosophique, soit l'autre, soit stoïcien, soit hédoniste par exemple. Il y a souvent du très bon, même dans les deux camps opposés. Et si on est honnête, on peut être un peu des deux, on s'adapte selon les besoins et les situations. Cet écart de pensée avec Achille, il m'a permis de réaliser que depuis tout ce temps, j'avais collé le stoïcisme sur mon identité et je voulais absolument pas m'en défaire d'un millimètre. Déjà parce que je pensais sincèrement que c'était la meilleure philosophie de vie possible, que pour moi les gens non stoïciens étaient dans le faux, que c'était triste pour eux de mal penser et de mal vivre, mais je voulais aussi rejeter tout ce qui allait à contresens du stoïcisme parce que j'étais fier de me dire stoïcien et d'appartenir à ce groupe de personnes. Mais définir son identité avec un seul modèle, c'est bien pour se structurer et ça passe quand on est jeune, mais quand tu grandis, tu deviens plus sage et t'apprends la nuance. Par contre, c'est vrai que c'est rassurant et confortable d'appartenir à une identité déjà établie, alors on va se définir stoïcien ou hédoniste, de droite ou de gauche, vegan ou viandard, bouddhiste ou taoïste. Comme ça, on a automatiquement le ticket d'entrée à un groupe. Et c'est important pour le sentiment d'appartenance. Ça nous offre un rôle et une place à jouer dans ce groupe. On sera écouté et soutenu, on pourra enfin se sentir exister avec cette identité déjà établie. Ma mère, elle est tellement nulle en maths que pendant toute ma scolarité, elle me disait qu'elle allait pas pouvoir m'aider dans cette matière parce que juste c'était pas son truc. Et du coup, moi, j'avais pas des bonnes notes et j'ai commencé à croire que c'était sûrement génétique, que dans la famille, on n'était pas bon en mathématiques et j'avais complètement abandonné cette matière. Et en fait, j'avais repris cette identité qu'elle m'avait montré, donc de quelqu'un nul en maths. Et comme ça, je m'étais créé un blocage. Dès que j'entendais parler de mathématiques, que j'étais en cours, je vais faire des exercices, il y avait cette identité qui venait boum, me bloquer et me dire non, tu es quelqu'un de mauvais en maths, c'est pas fait pour toi. Et ça fait que j'ai eu des notes catastrophiques pendant toute ma scolarité. Le fait de me persuader d'être comme ça m'a complètement fermé au monde des mathématiques. Ça ne m'atteignait pas, c'était impossible. Il y avait eu un putain de rempart autour de moi. Et là aujourd'hui, tu vois, je dois faire des calculs pour arancino. C'est des trucs trop chiants vraiment. Et au début, quand je devais faire ça, il y avait cette identité dans ma tête qui revenait et qui me disait Paolo, c'est pas fait pour toi, t'es trop nul, tu vas faire n'importe quoi. Mais bon, aujourd'hui j'ai mûri, je sais d'où ça vient, j'arrive à l'analyser et juste, en fait, je dois me concentrer, apprendre, le faire, parce que personne ne le fera à ma place. Si je fais pas ça, ces calculs, et si je me mets pas un coup de pied au cul en me disant bon Paolo, réveille-toi, arrête d'avoir ton putain de blocage avec les chiffres et les mathématiques, si tu le fais pas, il n'y a pas d'arancini. Donc fais-le, t'as pas le choix. J'aime bien l'idée de minimiser son identité pour maximiser son intelligence. Quand on s'enferme pas dans une identité, quand on se définit pas comme appartenant à tel courant philosophique, tel bord politique, on a accès à plus de connaissances et de vérité. Certes, on n'a pas le confort du groupe, mais on n'est pas enfermé dans une seule façon de voir le monde. On peut trouver beau le côté dramatique d'Achille, tout en saluant la praticité du stoïcisme.